Il y a près de 4 milliards d'individus qui sont appelés aux urnes dans 68 pays différents. On est dans une année exceptionnelle qui suscite certaines craintes sur les risques que constituent les potentielles manipulations qui pourraient être médiées par les plateformes numériques. On pense à la désinformation, aux fake news, aux tentatives d'ingérence de puissances étrangères, aux risques de polarisation que peuvent apporter ces conversations sur les plateformes numériques. Donc il y a tout un tas de questions qui se posent sur l'influence réelle et l'impact de ces plateformes sur les dynamiques des campagnes qui vont être largement commentées sur les réseaux sociaux. In 2014, you may have taken a quiz online, something that looked like this. And if you did, you probably shared your personal data and your friends' personal data with the company that worked for President Trump's 2016 campaign. The lawsuit accuses Facebook of violating consumer privacy laws. So they had scraped this data, compiled it, and engaged in what they called psychographic targeting. Now, that's a fancy word for advertising, but advertising that was designed to engage and enrage users. It was my mistake, and I'm sorry. Spreading misinformation online. These are things that don't necessarily need to be true, as long as they're believed. And secretly intervening in the democratic process. At one point, one of the executives talked about how the company's research allowed Donald Trump to win by a narrow margin in key states to ultimately win the Electoral College, despite losing the popular vote. How much of what we heard is Cambridge Analytica bragging to get a new client? I mean, this is a sales meeting. It is. They're exaggerating, as companies sometimes do, in a pitch maybe. L'année charnière, ça a été 2016, non seulement du fait de l'élection de Donald Trump, mais aussi du fait du référendum du Brexit qui, la même année, a exclu la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Effectivement, on peut suspecter que Facebook a eu un effet sur ces élections à travers les fake news qui sont nées la même année. Et on sait combien le terme donnait lieu à des luttes définitionnelles dans la campagne américaine. D'autre part, le micro-ciblage publicitaire, et Cambridge Analytica, on le sait, a été utilisé par l'équipe de campagne de Donald Trump à l'époque. Alors notamment, ce qui avait d'intéressant dans cette histoire, c'est que Steve Bannon, qui s'occupait de la campagne à ce moment-là, était aussi vice-président de l'entreprise Cambridge Analytica. Mais au-delà des questions des fake news, du micro-ciblage, il y a aussi d'autres hypothèses comme la présence de bots russes pendant la campagne et leur influence potentielle sur les électeurs. Également, les effets de polarisation que peuvent entraîner les réseaux sociaux en confinant les individus dans des bulles de fil, dans des chambres d'écho qui rendent la conversation, la délibération, le débat public plus difficile. Une difficulté qu'il faut tout de suite signaler, qui est une difficulté méthodologique forte pour réellement parvenir à lier l'usage des réseaux sociaux à des comportements, en particulier des comportements électoraux. Il y a des études qui vont identifier des effets, elles sont très coûteuses et très rares. Pour autant, ces effets restent a priori extrêmement modestes. Il y a eu une étude en 2012 qui a été publiée avec des chercheurs américains sur la façon dont un petit badge qui était publié sur les pages des utilisateurs de Facebook était susceptible de les encourager à aller voter. Donc c'était un simple vote qui indiquait « j'ai voté » et qui était de nature à influencer d'autres électeurs inscrits sur les listes à eux-mêmes aller voter. Cette simple intervention, en tout cas celle qui associait l'encouragement à aller voter avec la photo des amis de la personne, avait encouragé plusieurs centaines de milliers de personnes à se rendre aux urnes. Néanmoins, plusieurs centaines de milliers de personnes sur 61 millions d'individus, ça reste une influence relativement modeste de l'ordre de 0,4%. Chose intéressante, en réalité, l'effet n'était réellement important que si c'était des amis proches de la personne qui étaient dans le newsfeed. Pour
pour revenir un petit peu sur cette dichotomie entre exposition et influence en réalité. Donc, et ça en réalité c'est un problème théorique qui est ancien, qui est déjà le problème qui était une question qui se posait dans les années 40 sur l'effet même des médias. Donc on n'est pas du tout dans le monde des réseaux sociaux, mais dans les années 40, il y a tout un tas d'analyses qui sont menées, notamment par Paul Lazarsfeld à Columbia, qui interroge sur l'influence réelle, qui était l'hypothèse privilégiée à l'époque, des médias mainstream sur les opinions et les comportements des individus, le comportement des électeurs notamment. Il y a un livre fameux qui s'appelle The People's Choice, où il essaye d'analyser les déterminants du vote réellement. Et donc il se rend compte que de façon massive, les gens ne décident pas de voter parce qu'ils ont lu tel ou tel édito dans le New York Times. Ce qui va vraiment influencer le vote, c'est des relations personnelles, des relations interindividuelles avec le coiffeur, des amis, la famille, les collègues de travail. Ce modèle qui naît dans les années 40, c'est ce qu'on appelle le Two Steps modèle, un modèle d'influence qui tendrait plutôt à décrire l'influence des médias comme limitée à un ensemble d'individus particulièrement influents, des personnes de l'élite qui sont, dans un second temps, susceptibles et localement de propager cette influence à un plus grand nombre d'individus. On s'est beaucoup gargarisé sur le fait que les réseaux sociaux, ils offraient d'une certaine façon un espace dans lequel cette influence interindividuelle allait pouvoir s'épanouir, se diffuser de façon encore plus importante. Si bien que le ciblage publicitaire, de ce point de vue, est tout à fait en lien avec le modèle de Lazarsfeld. Alors il y a une vraie responsabilité au sens où c'est eux qui décident des informations auxquelles on est confronté. C'est-à-dire que quand on va sur Facebook, il y a un algorithme, pareil sur Twitter, pareil sur TikTok, sur YouTube également, qui va nous recommander les contenus auxquels on va être exposé. Naturellement, dans l'algorithme qui va décider du prochain contenu qui va m'être proposé, il n'y a pas de critères de pluralisme politique, il n'y a pas de critères de diversité. Il y a des critères qui sont liés à un engagement optimisé avec la plateforme de façon à ce que j'y passe autant de temps que possible et je crée de l'activité. Pour autant, il y a des questions qui se posent sur les effets réels de tel ou tel algorithme de recommandation sur le comportement. Alors bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui, depuis Eli Pariser, Cass Sunstein, ont alerté sur les risques liés aux algorithmes de recommandation qui nous confinent dans des espèces de bulles de filtre, dans ce que Cass Sunstein appelle des daily me, où on est abonné à des flux informationnels qui nous ressemblent, dans lesquels nos opinions sont souvent confirmées et qui du coup nous isolent aussi d'une altérité, du monde extérieur, d'une forme de monde partagé aussi. Ils regrettent la fin des grandes messes de la télévision où tout le monde était réuni autour peut-être même d'une chaîne unique qui expose tout un chacun aux mêmes informations et à un même espace factuel d'une certaine façon. You see today's White House press briefing? If you didn't, you missed Democratic operatives posing as reporters, stunned by the idea that mail-in voting might not be totally 100% secure. Before we go, a little update on a story we brought you this week about homeless vets being displaced from hotels so that illegals could move in. Turns out the group behind the claim made it up. Scares popping up across the country and concern growing. And it is getting a little scarier by the moment. Ebola or ISIS or Ebola on the backs of ISIS. Should pets who have been exposed to the Ebola virus be euthanized? Il y a une autre forme de polarisation qui est une polarisation, cette fois-ci, de l'espace médiatique dans son entier, qu'a très très bien analysé Yochai Benkler dans son ouvrage Network Propaganda, et qui, au-delà des problèmes de désinformation, de ciblage publicitaire ou de polarisation, pointe du doigt une vraie nouveauté dans l'écosystème médiatique qui a présidé à l'élection de Donald Trump en 2016, c'est
une forme d'émergence d'une bulle médiatique extrêmement isolée du reste de l'écosystème médiatique américain, centrée autour de Fox News, mais aussi alimentée par des médias alternatifs extrêmement radicaux, d'extrême droite, conspirationnistes, complotistes. Ils en arrivent à ne plus être dans une conversation globale, à partager la même réalité que le reste des médias américains, jusqu'à composer une forme de nouvelle bulle informationnelle dans lesquelles les notions de vérité sont finalement assez secondaires. Donc il n'y a plus les mêmes normes journalistiques de rapport à la factualité. C'est bien qu'on a une sorte de disjonction de réalité entre cet espace médiatique-là et l'espace médiatique habituel, traditionnel, mainstream, qui reste attachés aux valeurs des institutions, aux valeurs traditionnelles. Et l'analyse qu'ils font dans le livre, c'est que c'est vraiment ce décrochage de l'espace médiatique, cette bulle qui était fréquentée par près de 30% de l'électorat, qui a provoqué, qui explique en grande partie la réussite de Donald Trump aux élections de 2016. Et bien sûr, ça pose la question, et c'est une question qu'on s'est posée au Media Lab, de phénomènes de dérive, de phénomènes de disjonction de réalité qui pourraient aussi avoir lieu en France ou en Europe. Est-ce que le système français, de par les pratiques journalistiques qui nous sont propres, de par la régulation qu'offre le DSA et d'autres outils européens des contenus, nous protège réellement de ces travers-là. Je ne suis pas devin, donc je ne pourrais pas prophétiser les choses, mais on voit que l'ARCOM est intervenu pour un peu essayer de rappeler aux directeurs de chaîne leur responsabilité de donner accès à une information pluraliste, à ne pas diffuser des informations biaisées ou d'origine douteuse, comme a pu le faire récemment CNews. Il y a tout un ensemble de pratiques professionnelles et de dispositifs institutionnels qui visent à préserver une forme d'hygiène et de qualité de cet espace informationnel, dont on espère qu'il résistera jusqu'aux prochaines élections. So, call it. You can call it. No. We're calling it? Yeah, we called Wisconsin. Now we're going to call Arizona, so we call the election. We call the election? Call it. No. Call it. No, Tom. No, you're making a terrible mistake. Please don't. Hey guys, it's not my call. It's not my call. Okay. It's your call. It's up It's our to you. call. If you say so. I Call say it. so. I say so. Pontius Pilate. No one cares. No one cares. Whatever that is. Hey, tell him I'm coming down. Okay. Yes, we're gonna call it. Yeah, we're calling from All Macon. right. Okay, tell him I'm coming. The ATN decision desk has looked at the numbers and is ready to declare Arizona for Jared Manchin. This means that Manchin will be the next president of the United States, winning the most unreal, surreal election we have ever seen in this country. Cet extrait de Succession, je trouve qu'il est intéressant parce que, d'une certaine façon, il remet un petit peu les choses en perspective du point de vue de la responsabilité de ce qui anime notre espace informationnel. Certes, notre régime informationnel, il est largement médié par les réseaux sociaux, mais il faut quand même se rendre compte et se rappeler que les électeurs de Trump, typiquement, ce n'est pas les personnes les plus connectées à Twitter, ni vraiment abonnées aux réseaux sociaux en général. Il faut rappeler qu'il y a une responsabilité forte des médias traditionnels qui offrent un espace, une audience massive à des contenus, des théories, des façons de manipuler l'agenda, qui sont susceptibles de contrevenir à nos principes démocratiques aussi. Et je pense que la question qui se pose à nous, et qu'on travaille en partie dans un projet ANR au laboratoire qui s'appelle Medialex, que dirige Sylvain Parasy, c'est celle de
de la construction de cet agenda médiatique. Évidemment, les choses se passent sur les réseaux sociaux, mais elles se passent aussi, et il y a une responsabilité des politiques, une responsabilité des médias d'information qui fournissent des ressources à ces débats en ligne. Il y a une vraie nécessité de comprendre les dynamiques de politisation et de mise à l'agenda des informations. C'est pas tant le fait qu'on parle de telle ou telle actualité, mais la façon dont on va la cadrer politiquement. Moi, ma conviction, c'est que, en termes de régulation, c'est vraiment très difficile de, a priori, définir un cadre très précis, très strict de choses acceptables et non acceptables que pourraient déployer les plateformes numériques, de services qu'elles pourraient déployer. Ne serait-ce que parce que, on le sait, les innovations technologiques avancent à une vitesse galopante et on est toujours en train de courir après des usages qui sont sans cesse créés. Une réponse possible, même si elle n'est pas forcément satisfaisante pour tout le monde, c'est de garantir que les données sont accessibles, tout simplement. C'est de garantir qu'il y ait une forme de transparence maximale par rapport aux algorithmes qu'utilisent ces plateformes, par rapport aux données qui sont capturées par les individus. Et c'est une transparence qui doit s'appliquer à tous les niveaux. C'est-à-dire que les individus doivent être à même de pouvoir voir comment ils sont indexés, calculés et prédits. Il faut que la société civile dans son ensemble, des associations, aussi des chercheurs, pourquoi pas des agences publiques, puissent aussi accéder à ces données. Il faut trouver les moyens technologiques ou juridiques adéquats pour pouvoir partager ces données, dont on sait qu'elles sont aussi protégées par la propriété intellectuelle d'une part et le droit aux données personnelles d'autre part. Mais il y a un vrai enjeu de transparence et de mise à l'épreuve des algorithmes existants, des services existants, pour vérifier qu'ils répondent vraiment aux attentes de nos démocraties.